Chapitre 12. L'épreuve. La haine profonde que voue l'humanité à l'elfe est ancrée dans l'âme de la population de Durne. Mes longs voyages m'ont entraîné vers tous les recoins du Galanor. Il demeure, chez toutes les cultures humaines, un point commun et déterminant. Cette haine culturelle, apprise dès le plus jeune âge à travers les champs historiques et religieux. L'un des piliers du culte d'Arda est la haine de l'Alt. Arda a choisi l'homme à l'elfe et nous a guidés vers la liberté. Telle est notre histoire. Le mot Alt n'est que la racine ancienne du mot elfe, mais est devenu au fil du temps péjoratif. Il ramène l'être à son passé d'esclavagiste, tel un pont dressé entre les âges, qui ne laissera jamais mourir ses temps anciens, qui ne laissera jamais s'éteindre le feu de la haine. Telkis Valrod, 123, troisième âge. Philosophie et théologie de Durne. Bibliothèque de la Guilde. L'argent blanc est le seul matériau indestructible de Durne, mais surtout, il est le seul à pouvoir détruire définitivement les immortels. Une frappe en plein cœur d'un non-vivant les réduit définitivement au silence. Je savais qu'avec une telle arme à la hanche, j'allais avoir un véritable avantage contre les ghouls. Cette lame était ce que l'on appelait communément une épée bâtarde. À première vue, elle semblait mesurer 40 pouces, mais elle avait une particularité. Sa poignée était démesurément longue, approximativement 12 ou 13 pouces. Son poids, en revanche, demeurait une énigme. Ne tire pas inutilement ton argent, Maeve. C'est dangereux. Houspilla Brunhilde. Je grimaçai et rengainai l'épée à contre-cœur. Brunhilde et moi avions marché avec hâte durant plusieurs heures vers le sud, sans apercevoir le reste du groupe. Elle me parle tout le temps. Elle veut que je la dégaine, murmurai-je à son adresse. La jeune femme se tourna dans ma direction, un air d'interrogation lui étirant les traits de son visage. « Elle ne te dit que cela ?» me demanda-t-elle. Je hochai la tête et sautillai par-dessus une racine. « Oui, seulement cela. N'est-ce pas ton cas ?» Elle hésita quelques instants et posa la main sur la poignée de son épée avant de me répondre. Elle ne me dit rien du tout. Je l'observai quelques instants et pour la toute première fois, je fus en mesure de percevoir un mensonge de Brunhilde. Son regard était fuyant et ses lèvres sensiblement pincées. Je décidai de ne pas approfondir et nous reprîmes la marche. Je restai silencieux durant de longs instants, l'esprit inondé de questions et le cœur troublé d'anxiété. « Les voilà !» s'exclama Brunhilde. Le groupe s'était arrêté et semblait nous attendre. Tous les apprentis étaient assis, tous sauf Brend. Le jeune homme nous observait, adossé contre le tronc d'un arbre. « Eh bien, nous vous retrouvons enfin !» lança la jeune femme au reste du groupe. Brend grimaça. « Nous t'attendions. Je pensais que tu aurais laissé ce parasite se débrouiller. » Je sentis mon sang bouillir devant cet affront, mais décidai cependant de ne pas répondre à sa provocation. « Écoute-la, Brend. Elle est plus intelligente que nous tous. Plus intelligente qu'un bâtard comme toi, je n'en doute pas. » cracha Brend. Une stupeur froide se déversa sur moi, et mon esprit satura de questions. Comment sait-il ? Pensai-je. Il ne pouvait avoir prononcé ces mots par pur hasard. Il savait forcément des choses à mon sujet, dont nul autre, ici, ne pouvait avoir connaissance. Il dut percevoir ma complète déconfiture, car il reprit. « Oui, je sais beaucoup de choses, Maeve. » Il observa autour de lui, comme pour s'assurer que tout le monde prêtait bien attention à cette conversation. « Je sais aussi que si je meurs lors de cette épreuve, ce ne sera pas un accident, n'est-ce pas ?»
Toutes les questions se turent à mon esprit. La haine s'engouffra en moi comme le vent dans une fenêtre et balaya le peu de retenue qui m'empêchait habituellement de faire étalage de la noirceur dans mon cœur. Continue à m'appeler ainsi, et l'épreuve se terminera ici pour toi, annonçai-je froidement. Il observa longuement l'argent à ma hanche, et plusieurs émotions passèrent sur son visage. Je ne saurais dire pourquoi, mais toujours est-il qu'à ce moment, je reconnus en lui quelqu'un d'autre. À vrai dire, la ressemblance m'avait toujours laissé quelque peu perplexe, mais en un instant, mon esprit desséché par la rancœur avait connecté ensemble deux choses qui ne pouvaient désormais plus être défaites. Tu veux que je te dise comment se sont déroulés les derniers instants de ton frère ? Annonçai-je d'un ton lugubre. Il écarquilla les yeux et un sourire narquois s'ouvrit sur mon visage. Daniel est mort dans la crasse et la servitude, et chaque jour que les dieux font, je me dis qu'il aurait mieux valu que ce soit toi. Une mort misérable sied bien davantage à quelqu'un comme toi, Brand. Il ouvrit la bouche en un cri muet. Durant un bref instant, je savourai le sentiment de victoire. Mais, sans crier gare, il se jeta sur moi, comme un enfant enragé. Je n'avais pas prédit cela, et il me rua de coups de poing en plein visage. Tandis que le goût du fer se répandait dans ma bouche, au rythme de ses salves, les images sordides se déversaient dans mon esprit. J'avais une envie grandissante de le donner en pâture à mon épée. Je posai la main sur la poignée et tirai d'un coup sec, mais l'argent ne bougea pas d'un pouce. Non, il ne doit pas mourir. La voix résonna dans ma tête et les coups de poing de Brand perdirent en impact. La pointe d'une épée se dressa entre lui et moi et le jeune homme s'immobilisa instantanément. C'était l'argent de Brunhilde qui venait de s'interposer entre nous. « Arrête ça tout de suite !» lança-t-elle froidement. Porté par la haine et un soupçon d'euphorie, je profitai de ce moment pour glisser mes doigts autour de sa carotide et la saisir comme la corde d'un instrument. Il convulsa en accompagnant ses à-coups de hurlements de douleur. « Cette fois tu mords !» D'un solide coup de pied dans mon avant-bras, Brunhilde me fit lâcher prise, et Brand bondit en arrière afin de reprendre de la distance. « Tu vas crever, bâtard ! Soyez tous témoins !» hurla le jeune homme, la voix serrée. Je ris aux éclats, étendu sur le sol, le visage sanguinolent et les doigts cerclés sur la poignée de mon épée. Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne te tuerais-je pas maintenant ? Brand aurait dû être celui à qui le maître a remis son épée, pas un parasite comme toi, s'énerva Joseph. Ça suffit, Maeve. Et toi, Joseph ? À ta place, je n'en dirai pas plus, s'exclama Brunhilde d'un ton sec. Joseph baissa les yeux. C'est à moi d'en décider. Qui veut rester avec ce taré ? Rétorqua Brand. Il observa tour à tour ses camarades qui restèrent silencieux et se tourna vers moi, l'air satisfait. Tu vois, personne ne veut d'un bâtard, pas même sa propre mère, ricana-t-il avant de se tourner vers Brunhilde. Quant à toi, tu ferais bien de mieux choisir tes amis, ou tu finiras par avoir des ennuis, finit-il d'un ton plus grave. Elle finira par comprendre, ajouta précipitamment Joseph. Je sentis une profonde lassitude s'insinuer en moi. Je roulai sur le côté, me remis sur mes pieds et pris la direction de l'ouest afin de mettre de la distance avec eux. Je ne voulais plus les voir et me sentais trahi par mon argent. Les minutes s'écoulèrent et je restai immobile, adossé contre le tronc d'un grand pin, à me pincer le nez, afin d'arrêter l'hémorragie. J'avais toutes mes dents, et mon nez était intact. En revanche,
L'intérieur de ma bouche était constellé de meurtrissures, et le sang ne voulait pas s'arrêter de couler depuis mes narines. Ma lèvre inférieure était amochée, elle aussi. Mais par-dessus tout, c'était mon ego, qui s'en était trop et blessé. Les pulsions meurtrières continuaient de m'assaillir, et mon esprit ne montrait aucun signe d'accalmie. Je tentai à nouveau de tirer mon épée de son fourreau, et cette fois, la lame s'extirpa sans difficulté. Elle vibrait doucement dans le creux de ma main. Un bourdonnement étrange tintait dans l'air. Ce bruit avait quelque chose de presque hypnotique. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé le tuer ? Maugréai-je à l'adresse de l'objet. Toi et moi avons besoin de cet homme vivant. J'ai haussé les sourcils, en proie à la perplexité. Pourquoi ? Rétorquai-je. Maeve, tu vas rester ici ? Je sursautai et me tournai. Brunhilde était plantée devant moi. Son regard était accusateur. Ai-je vraiment le choix ? Bren va me tuer à la première occasion et faire passer ma mort pour un accident. Grommelai-je en me frottant le visage sur ma tunique. Oui, c'est possible. Mais que vas-tu faire ? Tu as prêté serment. Je tentai de rétorquer, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Elle avait raison. Une promesse d'argent ne pouvait être brisée aussi simplement. Si tu t'enfuis, tôt ou tard, l'argent à ta ceinture se retournera contre toi. Elle approcha de quelques pas dans ma direction, et je plongeai mes yeux dans les siens. Brand ne te tuera pas. Moi, Brunhilde, t'en fais le serment sur cette lame, souffla-t-elle. Je demeurai silencieux quelques instants, observant les doigts de Brunhilde danser sur la poignée de son épée. Si quelqu'un ne donne pas son vrai nom, est-ce que le serment a de la valeur ? Demandai-je, de but en blanc. Elle écarquilla si grand les yeux que cela me déconcerta, et je fis un pas en arrière. Tu l'as. L'épée s'agitait à ma ceinture et commençait à glisser lentement hors de son fourreau. Je l'attrapai et la renfonçai sans mouvement brusque. Elle s'était refusée à tuer Brand, mais voilà que la lame voulait prendre la vie de Brunhilde. Je ne comprenais plus rien. Ma question semblait avoir complètement désarçonné Brunhilde, et je décidai de désamorcer la situation. Oublie ce que je viens de te dire. Ma question était idiote. Je regardais autour de moi, prenant en compte chaque détail du paysage. J'ai peur d'être bloqué ici, d'être en train de rater ma chance de vivre autre chose. J'étais persuadé qu'une destinée prodigieuse m'attendait. Je l'avais entrevue au contact de l'épée, et j'en étais désormais on ne peut plus convaincu. Je gardais cependant cela pour moi, car j'avais conscience de l'extrême puérilité d'une telle pensée. Brunhilde hocha lentement la tête. Son regard demeura lointain. Je me saisis de la carte. D'après le traçage, nous n'étions qu'à une toute petite distance du chemin qui traversait le Greenland, d'est en ouest. La forêt baignait dans une lumière orangée, propre à celle de la belle saison. De gros scarabées se tenaient immobiles sur les vastes troncs. Je réalisai alors que ces images pleines de vie allaient s'associer à cet instant. Dans mes souvenirs, tous les événements s'étaient amalgamés à une saison bien précise. Pour moi, mon passage au village des esclaves s'était déroulé durant une interminable morte saison. C'était chose facile que d'associer froid et mort à ces événements. Frappé par un état de conscience supérieur, je me demandais à ce moment quel allait être l'événement en question. Qui allait mourir cette nuit ? Qui allait venir s'associer à cette image devant mes yeux ? Je demeurai silencieux quelques instants, et mon épée se mit à sautiller.
Maverick, ce soir, tu connaîtras mon vrai nom. Je soufflai longuement et me mis en marche. Brunhilde m'emboîta le pas. Mon cœur battait à tout rompre et un torrent d'anxiété s'y déversait. J'aurais dû refuser. Je n'aurais pas dû te toucher, marmonnai-je à l'adresse de mon argent. Maïve, tu as dit quelque chose ? Me demanda la jeune femme. Je me tournai et secouai la tête avant de reprendre la route, la mâchoire serrée et bouillonnant de frustration. Après quelques instants, un chemin de terre battue apparut devant nous. Il serpentait au milieu du temple végétal, coupant la vaste forêt en deux. C'était ce chemin qui allait nous mener au lieu de notre mission. L'astre d'Arda chauffait notre dos, et après quelque temps, le sentier se sépara en deux, l'un continuant vers l'est, menant au Rorschheim, et l'autre vers le sud. La lumière avait grandement décliné lorsque nous arrivâmes à destination. C'était un fort, datant vraisemblablement d'avant les guerres au risque. La forteresse devait avoir été abandonnée depuis la fin des batailles, presque 2 décennies auparavant. La végétation avait commencé à reprendre le contrôle des lieux. Les murs, grands et robustes, étaient parcourus de traces, témoignant de la violence des affrontements. J'avais lu dans les ouvrages de la guilde que les ghouls étaient attirés par les champs de bataille. S'il s'agissait bien d'un nid, il était idéalement placé entre l'Oldarion et le Rorschheim, couvert par les grands pins argentés. Je pénétrai le premier à l'intérieur de l'enceinte. La végétation était chétive et avait une vilaine teinte. Le sol semblait souffrir d'une corruption étrange. Je tentai d'ouvrir une porte sur notre gauche, mais elle résista. D'un coup de pied, je l'enfonçai, tirai mon épée et pénétrai à l'intérieur du bâtiment. Visiblement, le reste du groupe avait esquivé cette porte. Le plancher était gondolé et des toiles tapissaient le plafond. La lumière perçant entre les volets mettait en évidence la présence importante de poussière en suspension dans l'air ambiant. L'odeur était celle du bois humide, en putréfaction, mais une autre s'insinuait, tapie quelque part, insidieuse et grasse. Celle de la mort. Je passai les yeux rapidement sur l'ensemble de la salle. Des lits étaient disposés contre les murs et tout semblait encore là. Les matelas s'affaissaient, éventrés et rongés. Certains lits étaient retournés et je notai les traces d'un affrontement à l'épée. J'avançai en prenant garde. « Maeve, des armures !» chuchota Brunhilde. Je me tournai vers elle et ses mains étaient plongées dans une large malle en bois. « Serais-tu folle ? Approcher un coffre avec autant de légèreté. Et si cela avait été un mimique ?» m'agaçai-je. Elle sourit innocemment. « Eh bien, ce n'en était pas un ?» Je soufflai et m'approchai. « Sortons le tout et enfilons ce que nous pouvons. » finis-je. Les armures étaient très vieilles et de bien piètre facture. Les attaches en cuir étaient devenues rigides et quelque peu craquelées par endroits. J'enfilai des brassières, des cubitières et pour finir, des gantelets en cuir, dont le bout des doigts était rongé. Mes bras étaient intégralement protégés sous une fine couche de métal. Malheureusement, je ne trouvais aucun plastron. Mon ventre était donc toujours exposé. Brunhilde avait fait de même et avait mis le seul casque en réserve. En faisant abstraction des poux présents dans l'armure, il s'agissait d'une bonne trouvaille. Nous approchâmes la porte principale au fond de l'enceinte, et elle était déjà ouverte. Une odeur immonde s'en échappait, et les poils de mes bras s'hérissèrent tandis que je tentais de sonder les ténèbres à l'intérieur du vieux fort.
Je tournai la tête et observai par-dessus les remparts. Le soleil allait se coucher d'un instant à l'autre. Il nous fallait un signe que les autres étaient bien à l'intérieur, car tout n'était que silence. « Comment sait-on s'ils sont bien là ?» chuchota Brunhilde. Je haussai les épaules et m'écartai de l'entrée, puis observai de nouveau les remparts. Cette fois, le soleil nous avait bel et bien quittés pour la nuit. Je me dirigeai vers le centre de l'enceinte, à petits pas. La nuit est tombée. Peut-être ont-ils campé dans les bois ? Annonçai-je, quelque peu désorienté par la situation. Elle acquiesça et s'approcha de moi, une expression d'inquiétude sur le visage. On ne pouvait rester ici. Les ghouls allaient sortir à la faveur de la nuit. Je voulais mettre de la distance entre cet endroit et notre campement. Un cri retentit depuis les profondeurs du fort et nous fit sursauter. C'était la voix de l'un des nôtres. « Ils sont à l'intérieur !» chuchota nerveusement Brunhilde. Nous nous précipitâmes à l'entrée et je sortis le cristal manalite de mon baluchon pour le tenir en main droite. Pénétrant la structure, je fus frappé par la quantité d'ossements sur le sol et suspendus au mur. Ils étaient des milliers, animaux et humains, éparpillés partout. Certains avaient été bourrés dans l'enfoncement des fenêtres, afin d'obstruer la lumière d'Arda. La vue était grotesque, et mon cœur tambourinait dans mes oreilles. Ayant habité à l'intérieur d'un fort durant quelques années, j'étais familier avec ce type d'architecture. Sur ma gauche, un escalier en colimaçon devait probablement desservir sur la tour que j'avais vue depuis l'extérieur. Face à moi, il y avait une salle de réception. En son centre, une grande table fendue en deux prenait la poussière. Je passais doucement dans la pièce en observant chaque ombre, chaque détail. Entre les fragments de table gisait un lustre couvert de toile. L'odeur était terrible, et la tension était si grande que je parvins à l'oublier. Au fond de la pièce, une autre ouverture donnait sur un escalier plus étroit, de même forme, mais celui-ci descendait. J'observais le sol afin de ne pas marcher sur un os, et notai des traces de pas. Nous étions dans la bonne direction. Cela ne faisait aucun doute. Je descendis en premier, observant le plus loin possible devant moi. En suivant les degrés, je réalisai qu'une autre lumière, à la teinte dorée, commençait à se mêler à celle de mon cristal. J'arrivai dans un couloir, et à ma grande surprise, tout le monde était là, bien vivant. « Qui a crié ?» murmurai-je. Brand, sans surprise, ignora ma question, et c'est Léonard qui me répondit, à l'aide de gestes et de mimiques. Si j'avais bien compris la situation, Joseph avait aperçu des restes humains et avait crié. J'observai les lieux rapidement afin de les comprendre. C'étaient des geôles. L'odeur ici était encore plus putride, mais il n'y avait aucune mouche. Les cadavres et autres fragments de corps étaient plus frais et partiellement rongés. Je m'avançai aux côtés de Brand, qui se trouvait au fond du couloir, en première ligne, et jetai un œil dans l'angle. Les cellules se poursuivaient sur la droite. Sur la gauche, il n'y avait rien qu'un petit renfoncement meublé d'une table à 3 pieds ainsi que d'une chaise vermoulue. J'entrai dans le couloir sans faire un bruit. Le cristal projetait l'ombre de mes doigts sur les murs. J'entendis les autres s'engouffrer tour à tour derrière moi, dans le corridor. Reposant mon dos contre le mur à droite, je jetai un œil à la première cellule en face. Les barreaux avaient été pliés à certains endroits, mais elle était vide. Je penchai la tête afin d'observer celle qui se trouvait dans le mur sur lequel je m'appuyais. Il n'y avait rien non plus. Les pièces suivantes
furent également vides. Je commençais à perdre patience quand un bruit retentit derrière moi. Je tournai la tête et le groupe entier en fit de même. Quelque chose venait de se déplacer derrière nous. Joseph fermait la marche, muni d'une torche et épaulé de Brunhilde. Je me redressai et collai mon dos contre les barreaux, ma lame tout près de mon visage, pointant en direction du plafond. Je tournai frénétiquement la tête de gauche à droite afin d'observer chaque tournant du couloir. Rien d'anormal ne se présentait. J'avais pourtant l'intime conviction qu'un piège était en train de se refermer sur nous. Je sentis l'air alentour se déplacer et un picotement intuitif me poussa à observer de nouveau autour de moi. Une masse sombre dans le coin gauche de mon champ de vision attira mon attention. Face à moi, Brand m'observait, les yeux luisants de satisfaction et un sourire carnassier s'étendant doucement sur son visage. Des mains s'étaient postées autour de mes épaules. Les doigts étaient en lambeaux, mais de cette chair pendante pointaient des serres d'au moins 7 pouces, sombres comme la nuit. Elles allaient se refermer sur ma gorge et me décapiter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode des Cycles de Diurne. Si vous avez aimé mon contenu, abonnez-vous pour ne rien rater. Un lien vers ma page Patreon se trouve sous la vidéo si vous désirez me soutenir. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.